de la comptabilité. Salut à tous, samedi 12h45, c'est plus clair. Bienvenue pour toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au sommaire aujourd'hui, on commence comme chaque semaine avec notre Média Mix, c'est l'essentiel de l'infomédia, en images et en 5 minutes avec dans l'actu Pékin Express, plutôt bien servi par le scandale, et un nouveau départ dans le groupe TF1, Roger Zabel. Intrusion, imposture et action coup de poing, les happenings télé se multiplient. Qui sont ces nouveaux perturbateurs qui se moquent du PAF? Nous les avons rencontrés. Privé d'écharpe et toute la France en parle, notre zoom de la semaine, c'est la disgrâce de Valérie Bègue, Miss France, le dernier épisode. C'est dans Plus clair. Notre invité cette semaine, c'est Christophe de Chavannes, une nouvelle fiction en tant que comédien et de nouvelles émissions en tant qu'animateur-producteur. Il est venu nous en parler avec son chien, évidemment. Sur ce plateau également, l'icône de toute une génération, Dorothée est avec nous. Elle revient à la télé dans 5 jours et elle vient nous en parler, accompagnée de son producteur de toujours, Jean-Luc Azoulay. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le Zapping, l'ITV Télé, cette semaine, Véronique Jeunesse, Laurent Ruquier, l'Observatoire des séries, la Webzone. Voilà pour le menu. On commence tout de suite avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus clair. C'est le Média Mix préparé par Christelle Rebière et Théodore Bourdeau. C'est parti. Une bonne polémique et ça repart. 4 millions de téléspectateurs ont suivi mardi soir les Globetrotters désargentés de Pékin Express sur M6. Un excellent score. Je m'en rappellerai toute ma vie. Seule la première émission de cette 3e saison avait fait mieux avec à peine 100 000 téléspectateurs de plus. Bon, on garde ce rythme. Et on vous jure que sur les chiffres de médiamétrie, il n'y a aucun soupçon de bidonnage. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Le chiffre à battre cette semaine, c'est 12,5 millions. Mais répartis sur 3 chaînes. Dimanche dernier, vous avez donc été 12,5 millions à suivre les résultats du premier tour des municipales. Même petite joie du direct. Et alors que Françoise Fabienne Avignon, où l'on va retrouver Frédéric Bezombe. J'ai rien là. Pour des scores très différents, TF1 a rassemblé 5,5 millions de personnes jusqu'à 21h10, soit 2 millions de plus que France 3 qui a joué le marathon jusqu'à minuit et demi. Quant à France 2, son nouveau jingle n'a pas rameuté les foules. Il faut dire que la grève déclenchée par le syndicat SNPCA-CGC pour dénoncer les projets de synergie de Patrick de Carolis a menacé la soirée jusqu'au dernier moment. Tous les écrans étaient au noir en régie. Jusqu'à 20 minutes de l'antenne. Les écrans étaient au noir, on n'a fait aucune répétition. Donc on a dû inventer l'antenne à l'antenne. Demain, pas de grève, c'est sûr, mais toujours le bloom bloom. Certains ont pu penser que c'était un gadget, ça l'est pas forcément, parce que ça nous permet aussi à nous, à David et à moi, dès qu'une estimation importante arrive, que tout le plateau soit au courant, y compris nos invités. On a parfois du mal à les couper. La soirée Bloom Bloom de France 2 commence dimanche à 19h. La télé quand je veux, comme je veux. Depuis mardi, Canal+ offre à ses abonnés ce que l'on appelle la télé de rattrapage. Canal+ à la demande, c'est d'abord un service pour nos abonnés et pour leur permettre, dans le mois suivant la diffusion d'un programme sur l'antenne, de le rattraper si jamais ils l'ont raté. Alors comment ça marche ? Il faut aller sur le site web de Canal+, canalplus.fr, télécharger un petit logiciel sur son ordinateur et ensuite on a accès à Canal+ à la demande. On y trouve toute la grille des programmes à l'exception des films français. Des négociations sont en cours avec le milieu du cinéma et des matchs de la Ligue 1. Mais c'est tout de même la télévision du futur. De plus en plus de nos abonnés et du public en général consomment de la télévision ou des programmes audiovisuels sur ordinateur. C'est aussi une façon de pouvoir profiter à l'intérieur d'un foyer où il y a plusieurs habitudes souvent de consommation, de pouvoir s'affranchir des contraintes horaires. D'ailleurs, M6 s'y met aussi avec M6 Replay qui sera lancé le 19 mars. TF1 fait son marché sur France 2. Jeudi, on a appris que Marie-Ange Nardi allait présenter le téléshopping sur TF1 à partir du 31 mars à la place de Laurent Cabrol. Personne ne m'aime ici. À force de présenter le millionnaire, Marie-Ange a fini par gagner le gros lot. Vive la machine à pain, le spread dégivrant et le matelas confort extrême. C'est quand même une vraie émission, télé-shopping. Ça a un contenu, il y a une partie magazine, il y a des éditos, il y a des experts. Donc il y a la partie vente qui est importante, mais il y a aussi le fait d'en faire une émission. Et d'ailleurs, l'écoute est aussi importante que le chiffre de vente.
Après plus de 20 ans passés sur France 2, pourtant, Marie-Ange Nardi n'a pas hésité. J'ai pris assez vite ma décision, parce que je pense aussi que le manque de considération dont France Télévisions fait preuve à l'égard de ses animateurs, sans jamais les prendre au téléphone, sans répondre à leurs demandes de rendez-vous. Donc il y a une sorte d'indifférence, d'ignorance totale. Donc je me suis dit que oui, j'avais peut-être envie maintenant de changer et d'aller vers des gens qui, eux, apparemment, avaient envie de travailler avec moi. Manque de considération, c'est aussi ce que Roger Zabel reproche à TF1. L'un des historiques du groupe vient de se faire évincer d'Eurosport où il présentait le magazine Autocritique consacré à la Formule 1. On m'a jeté comme un torchon, dit-il. Encore une figure qu'on pousse vers la sortie. Et Roger Zabel d'ajouter, dans le groupe TF1, tout le monde a un pétard sous les fesses depuis le départ d'Étienne Moujotte. Lundi, les télés américaines étaient d'humeur taquine. Dans leur ligne de mire, cette vidéo de campagne de la candidate démocrate à l'élection présidentielle Hillary Clinton. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Une façon de souligner le manque d'expérience en cas de crise de Barack Obama, le grand rival démocrate d'Hillary Clinton. Les médias américains, plutôt joueurs, ont retrouvé la petite fille qui apparaît dans le clip. Son image, prise il y a 10 ans, a été piochée dans le stock d'une agence photo. La petite fille a grandi, elle s'appelle Casey Knowles, elle a aujourd'hui 17 ans et elle se sent très concernée par la politique. I have a candidate that I really identify with. I've been campaigning for Barack Obama. Dommage pour Hillary Clinton. Pas facile d'être une Miss France et surtout d'être une Miss France qui plaît à la patronne Geneviève de Fontenay. Mais il faut dire que la Miss 2008 a accumulé les bourres. Deuxième série de photos très osées. Entre le comité et Valérie Bègue, l'écharpe brûle. Laetitia Krupa. Samedi dernier, aux Victoires de la musique, une image a fait beaucoup de bruit. Attention, cherchez l'erreur. Eh oui, Valérie Bègue a perdu son écharpe, un sujet qui a alimenté le web et la presse jusqu'à La Réunion, l'île natale de la Miss. Officiellement, elle portait une magnifique robe turquoise qui n'allait pas du tout avec son écharpe. Valérie, je suis ravi, vous êtes très bien habillée. Il y a eu des discussions en coulisses pour que Valérie Bègue ne porte pas cette écharpe. Des discussions menées par Geneviève de Fontenay, encore elle. Décidément, la dame au chapeau n'a pas digéré les photos déshabillées parues dans Entrevue et Choc. Simplement dit à cette Miss France que j'aimerais bien quand même qu'on la voit un peu moins avec son écharpe, parce que ça m'énerve de la voir avec cette écharpe tout le temps, parce que les gens commencent à me le dire, avec tout ce qu'elle a fait, avec tout ce qu'on dit, avec tout ça, comment ça se fait qu'elle est encore là. Depuis quelques jours, une autre rumeur envenime cette affaire d'écharpe. Une troisième série de photos hautes de Valérie Bègue serait sur le point d'être publiée dans la presse. C'est Téléstar cette fois qui met le feu aux poudres. A priori, c'est pas des photos qui seraient beaucoup plus trash, elles sont peut-être un peu plus vulgaires, c'est peut-être les fonds de tiroir, les soldes. En fait, c'est Entrevue qui détiendrait ces photos. Elles font partie du lot que le journal a acheté en décembre, mais elles n'ont pas été publiées. En attendant, l'homme qui a volé et vendu ces photos a été arrêté la semaine dernière à La Réunion. Nous avons contacté le journaliste qui a suivi l'enquête sur place. Il s'est laissé tenter par un journaliste d'Entrevue. Il les a vendus 8 000 €, il a redonné 4 000 € aux gendarmes parce que c'est un peu de l'argent qui lui brûle les doigts aujourd'hui. Du côté de la société Miss France, c'est silence radio. En fait, c'est un petit monde où plus personne ne fait confiance à personne. Parce que Valérie avait dit qu'il y avait juste quelques photos, et puis il y a eu une deuxième vague. Valérie Bègue elle-même n'a plus confiance à la société Miss France, parce qu'elle ne se sent pas complètement défendue. Geneviève de Fontenay n'a confiance en personne, donc tous ces gens ne savent plus trop quoi dire. Et du coup, tout le monde en parle. Même sans donner d'interview, la presse parle sans arrêt de Miss France. Donc quelque part, c'est tout bénéfice. Ça, la directrice de la société Miss France, Sylvie Tellier, l'a compris depuis longtemps. En novembre, elle nous l'expliquait lors de la présentation des Miss en République dominicaine. Miss France ne serait rien sans la presse, Geneviève le dit très souvent et c'est vrai. Si tout va bien, les prochaines photos de Miss France, on devrait les voir dans Closer, mais rien à voir avec les séries trash. Cette fois, le magazine sort 3 séries mode, des photos officielles et validées par le comité et la Miss. Et voilà, ça c'est un exemple d'une des doubles qui vont paraître. Et pour ne pas brouiller les pistes, les premiers clichés ne sortiront que le 12 mai. C'est une série comme elle aurait pu en faire pour n'importe quel magazine féminin. Il se trouve qu'effectivement, les gens ont fait l'amalgame. Le fait qu'elle n'ait pas parlé aussi a probablement alimenté un peu le délire autour de ces photos-là. En fait, ce délire médiatique pourrait asseoir la notoriété de la nouvelle Miss. Comme beaucoup d'autres avant elle, il se murmure en effet que Valérie Bègue voudrait se lancer dans une carrière à la télé.
Ils sont les semeurs de troubles du PAF, des perturbateurs qui empêchent la télévision de tourner comme elle voudrait. Ça fait rire, ça dérange, ça appuie parfois là où ça fait mal. Comment ces agitateurs préparent-ils leur intervention? D'où viennent-ils? Que cherchent-ils à nous dire? Julien Dugast. Vendredi matin à Paris, une dénommée Zazon tournait pour France 4. Donc ce que je propose aux gens, c'est de recycler là, ici, son propre PQ. 2 jours plus tôt, dans un restaurant de la capitale, la bande d'action discrète enregistrait pour Canal+. Je t'ai jamais aimé, aussi près de ma vie. Pendant ce temps-là, Gonzague Rebois mettait ses derniers sketchs en ligne. Bien, il y en a marre des taxis, vous êtes des branleurs, vous faites chier, nous on peut pas circuler quoi. Le point commun entre ces 3 activistes du n'importe quoi, ils sont dans la tendance, ils font tous des happenings pour la télé. Alors le happening c'est quoi? Il y a de la Real TV, mais de l'imaginary TV, mélangé. Perche, il y a de l'entertainment. Ça pourrait se dire happening. Ouais, ok. En fait, le happening, c'est une intervention artistique sans public, mais avec des intervenants qui participent malgré eux. Démonstration avec Zazon. Elle opère sur France 4 chaque semaine depuis 1 an dans tout Az. Ici, elle est au prix Femina. C'est bien que ce soit pas attribué à une femme, ce prix. Et avortement libre et gratuit. Oh, je mets le doigt sur quelque chose, quoi. C'est pas non plus... je fais pas un... C'est pas... Ouais, il y a un truc politique un petit peu quand même dedans, ouais. Bon, politique, un territoire en tout cas qui affectionne le gang des 5 d'actions discrètes sur Canal le dimanche à 14h20. Alors on va commencer tout de suite le syndic quiz. La première question, le nombre de personnes qui sont syndiquées à la CGT en 2007. Madame? Oh non, c'est trop. Oui, parfois ça va loin. Là, par exemple, le quotidien La Croix les a pris pour de vrais syndicalistes et hop, en une. Oups, la gaffe. Gonzague, lui, a déjà sévi à la télé, mais depuis 3 mois, il a monté son site internet. C'est les internautes qui me proposent un défi et moi je dois réaliser. Mais ce qui est incroyable, c'est les idées des internautes qui sont complètement barrées. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé de passer sous les jambes de Paris Hilton pour vérifier si elle a une petite culotte. Bon, alors forcément, quand on voit Zazon perturber l'émission de Stéphane Bern sur France Inter... Bonjour, vous êtes très charmante. Merci beaucoup. Sur les jeux, non, mais... Bonjour, c'est pas très radiophonique, mais... Bonjour. D'accord. Alors, elle s'est assise. Je voulais dire vive les métiers de la voix. Ou quand Gonzague est au salon de l'agriculture... Vous voulez que je prenne sur votre vache? Non mais... Quoi? Tu dégages. Et la mèche. Tu dégages. Forcément, on se pose des questions. La première, un bon happening, ça sert à quoi? Non, on veut s'amuser, on veut prendre du plaisir, on veut prendre du fric, surtout. Non, faut savoir un truc, c'est qu'on est obligé de faire semblant d'avoir un discours parce que ça plaît aux gens un peu comme ça. Ils se disent, ah, je rigole, mais j'ai l'impression de réfléchir. Et là, du coup, ça, le pognon, il tombe. Deuxième question soulevée par ce phénomène, un happeneur a-t-il des limites? Il n'y a pas de limite. Il y a un dérapage, là. S'il y avait des limites, on serait pas là. Non, et puis comme la phrase, c'est « Est-ce qu'on peut rire de tout ?» Non, on ne peut pas rire du tout. Déranger, faire rire ou dénoncer, les happenings ont de beaux jours devant eux. Zazon tourne en ce moment Miss Green, encore pour France 4. Vous pouvez venir le rechercher tout à l'heure. Quand il sera sec. Quand il sera sec et que vous aurez une bonne envie de faire caca. Vous avez envie de faire caca à quel moment? Non, ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait. Bon, ok. Par rapport à ce que je fais, par exemple, la Miss Green, c'est sur l'écologie. Au départ, c'est un peu pour se moquer un peu des extrémistes écologiques, quoi. Gonzague Rebois, lui, a l'avenir serein, normal. C'est déjà une star au Japon. Et regardez comme il est à l'aise avec l'acteur Elijah Wood. Alors, your name is Elijah, okay? Le boulet. Love for you. Merci. Quant aux activistes discrets, on préfère les voir à la télé que dans son salon. On vous sert plus, vous êtes bourrés. Gauchiste. Cassez-vous là. Ok, sympa les mecs. Et là, sympa. Après Hubert le chien, complot de famille, Christophe de Chavannes est de nouveau acteur pour la télévision. Il vient de finir le tournage de cette fiction pour TF1. La comédie, il aime de plus en plus. Alors va-t-il abandonner sa carrière d'animateur-producteur ? Pas si sûr, il a des projets plein les cartons et a d'ailleurs des annonces à nous faire. Il est venu nous en parler sur le plateau de Plus Clair. Christophe de Chavannes, bonjour. Bonjour mademoiselle. Et bienvenue. Oui, bienvenue, merci. Je le disais, après Hubert le chien, complot de famille, la comédie... Complot de famille, titre provisoire. Titre provisoire, voilà. D'accord, on va en parler. La comédie, ça va devenir votre plein temps ? Je ne sais pas si ça va devenir mon plein temps. D'abord, il faudrait pour ça qu'on veuille m'engager régulièrement. Mais ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que d'abord, là, il y a une vraie évolution dans la façon de
d'avoir préparé, d'avoir travaillé ce film, la façon dont il a été réalisé, la façon dont il a été écrit, etc. Parce que c'est l'auteur et le réalisateur, Pierre Boutron, celui qui a fait notamment l'affaire Dominici. J'ai comme partenaire Michel Aumont, qui est quand même un avion de chasse, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un type absolument extraordinaire. J'essaie de faire les choses à fond, et là, pour le coup, j'ai travaillé comme un dingue pour ce film, beaucoup, pendant mes vacances. J'ai un pote qui m'a beaucoup aidé, j'ai travaillé avec Pierre Boutron en amont, j'ai travaillé avec une répétitrice, enfin, voilà, j'ai beaucoup bossé. Vous avez le soutien de TF1 maintenant, de toute façon, quand vous jouez dans une fiction, puisque ça a bien marché. Je pense que si j'avais pas le soutien de TF1, j'aurais même pas eu l'occasion de jouer Bonne Conduite, parce que j'espère que ça va s'appeler comme ça. C'est pour quand sur TF1? Le plus tôt possible, j'espère. Parce que moi, je suis très impatient, donc j'aimerais bien qu'on voit vite mon travail, qu'on voit vite ce qu'on a fait, et comme le réal a l'air content du film, car il est en plein montage, j'espère qu'on va le voir vite. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un autre projet? J'aimerais bien avoir un truc derrière. Oui, j'ai 2-3 pistes, voilà, mais je voudrais que les gens voient ce que j'ai fait pour être sûr qu'ils soient plus confiants. Acteur, producteur également de fiction, c'est un vrai virage pour vous, la production. C'est surtout une vraie envie, parce que c'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent, donc on le fait pas pour ça, on le fait pour le plaisir. Moi, j'avais envie de passer un peu à autre chose que ce que je fais depuis des années. Je suis passé une époque par le grand reportage, j'en ai fait aussi cette année, on a même produit pour des chaînes concurrentes de TF1, avec succès. J'essaie, autant que faire se peut, de me diversifier. Or, il se trouve que la télévision, aujourd'hui, est à un tournant probablement majeur, comme a pu être un tournant majeur, comme ont pu être un tournant majeur les radios généralistes de l'époque, en 82, quand sont arrivées toutes les radios dites libres. En tout cas, la bande FM, etc. Diversification, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire sur la TNT, notamment. Ouais, mais parce que vous produisez Le Mur sur TMC avec Laurence Boccolini, oui, notamment. Voilà, Next sur Virgin 17. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, TF1 n'est plus le TF1 d'avant, ni France 2 d'ailleurs. Aujourd'hui, TF1 avait 3-4 concurrents, maintenant ils en ont 20. Peut-être bientôt 30 ou 40. Donc la façon de faire de la télé, la façon de regarder les audiences n'est plus du tout la même. Je vous garantis qu'avec des chiffres d'aujourd'hui, il y a 3 ans, des émissions seraient arrêtées au bout de 2 numéros. Enfin, le changement est absolument radical. Et comme moi, avec l'âge que je viens d'avoir, j'ai l'impression qu'il se passe aussi un tournant dans ma vie, parce que quand on a 50 piges, forcément, il se passe quelque chose. J'ai envie que le tournant de ma vie se passe en même temps que le tournant de TF1 notamment. C'est aussi la condition pour que votre société de production Coyote marche bien et continue à marcher. Elle marche bien, la société. J'arrive à payer mes collaborateurs. Il faut se diversifier, oui, parce que c'est même un intérêt intellectuel de se diversifier. C'est agréable d'avoir des réunions avec des gens qui s'occupent de fiction parce qu'ils ont pas les mêmes réflexes. Donc on a des rencontres différentes avec des gens différents. Et sur les chaînes de la TNT aussi, c'est un esprit différent. On fait des choses sur la TNT qu'on ferait jamais sur TF1 ou une autre chaîne comme celle-là. Parlons du direct. C'était il y a 15 jours. Vous avez présenté les 100 plus grands couacs sur TF1. 5,2 millions de téléspectateurs. Et vous avez dit, j'ai pris mon pied en direct et je veux recommencer. Il paraît que vous avez même demandé à TF1 de recommencer Pourquoi le direct? Qu'est-ce que ça apporte à des émissions de classement comme celle-là? Moi, je suis né là-dedans d'abord. Donc j'ai fait pendant des années Ciel mon mardi, Coucou c'est nous, Comme un lundi, Du fer dans les épinards, tout ça était en direct. J'ai eu tout d'un coup un changement à faire. La ferme célébrité, cela dit, est en direct, et avec Carmo, on faisait bien les couillons le vendredi soir quand il y avait la ferme. Et tous les jours quand on se déguisait en pimpin. Et puis depuis, j'ai fait des émissions enregistrées parce que les chaînes préfèrent les émissions plus calibrées, parce qu'il y a moins de risques. Est-ce que depuis le départ du duo Le Lait-Moujotte et l'arrivée de Nonce Paolini, les choses ont concrètement changé pour vous ou pas? Écoutez, elles sont en train concrètement de changer pour moi, parce que notamment, déjà, on a décidé ensemble que tout ce que je pourrais faire en direct, je le ferai en direct. Et ça, c'est une nouveauté pour vous? Ah ben, ça change tout. Alors d'abord, ça va me niquer tous mes week-ends, mais je m'en fous parce que je vais beaucoup m'amuser à travailler. Et si je m'amuse en travaillant, je pense que les gens s'y retrouvent. Dans les émissions que je vais faire maintenant en direct, je vais mettre des jeux, je vais mettre des énigmes, je vais mettre des devinettes, on va faire les couillons, on va avoir des gens en ligne. Je vais rejouer avec cet instrument génial qu'est la télé, alors qu'on était devenus, moi et mes petits camarades depuis une dizaine d'années, je trouve un peu plus formaté, quoi. En parlant du direct, vous allez également produire et présenter Qui sera le meilleur sosie aux côtés de Liane Folly. Ce sera le 4 avril. Une première pour Liane Folly d'être co-présentatrice d'un prime, oui, bien sûr. Vous nous avez apporté quelques images inédites. Tout à fait. Voilà, c'est gentil. Et on va vous... Je vous en prie. On va les regarder. Ça arrangera après. On va les regarder. Bien sûr. J'ai 22 ans, j'habite à Orléans. Et je suis le sosie de Puff Daddy. Je suis le sosie de Loana. Je suis le sosie vocal et physique de David Bowie. Je suis le sosie de Mylène Farmer. La méthode Coé, bien sûr, avec aujourd'hui nos invités, et sans oublier Cécile. Bonjour Cécile. Bonsoir, salut Coé. J'ai 40 ans et je suis le sosie de Bill, de Tokyo Hotel.
Je suis le sosie de Christophe Willem et retrouvez-moi dans Qui sera le meilleur sosie? Oui, il y en a d'autres. Hein. Oui, il y en a Ils sont d'autres. pleins, ouais. Ce sont les téléspectateurs, bien sûr, qui vont voter pour le meilleur sosie, celui qu'ils auront préféré. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, les choses bougent beaucoup à TF1 en ce moment. Il y a un nouveau départ cette semaine après Charles Villeneuve, Takis Candilis, Roger Zabel d'Eurosport. Roger, je voudrais juste alors lui faire un petit coucou, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire de la télévision. J'étais à RTL, il a appelé un mec qui s'appelait, je crois, Michel Denisot, un truc comme ça, et il lui a dit, je connais un petit mec qui sait tout faire, c'était en 83. Oui, 83, fin 83, tu devrais le voir. C'est comme ça que j'ai commencé à faire la rubrique sur Canal d'objets grâce à Roger Zabel. Donc Roger, je ne sais pas où tu vas, mais va au mieux. Dans un hebdo télé, il a dit, depuis le départ de Moujotte, tout le monde a un pétard sous les fesses. Vous avez l'impression d'avoir un pétard sous les fesses? Non, mais moi je suis pas salarié de la chaîne. Je suis un client de la chaîne. Je suis producteur indépendant, je n'appartiens à aucun groupe et je suis autonome. Donc avec les risques que cela comporte, mais avec aussi le plaisir de n'appartenir à personne qu'à moi-même. C'est un peu prétentieux, mais c'est important dans le travail. Vous le dites vous-même, animateur, producteur, c'est extrêmement risqué, quelle que soit la chaîne d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'échec de la quotidienne de Sébastien Coé, donc la Coétidienne? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? C'est l'exemple type d'un animateur qui est une valeur sûre, qui est un poids lourd de la chaîne. Oui, mais je peux pas balancer, là, je vais être obligé de balancer parce que ça m'a fâché, moi, de voir un programme comme celui-là qui était une pâle copie de Coucou c'est nous et tout le monde m'appelait pour me le dire avant que je le voie. Donc bon, j'ai été copié toute ma vie, ça va, il vaut mieux être copié que copieur. Vous pensez qu'il vous a plagié? Non. C'était un mélange de la gaffe et le coucou, c'était net, c'était évident, voilà. Donc peut-être que les gens s'en sont aperçus, je ne sais pas. J'ai rien contre Coé, mais je trouvais que c'était un peu... Et c'est pour ça que ça n'a pas marché? Je ne sais pas, non, je donne pas d'explication. Vous me demandez mon avis, je me lâche. Je vais pas faire la langue de bois en disant « Ah non, j'ai pas vu, je peux pas vous dire ». La seule fois où j'ai vu, ça m'a gonflé, voilà. Vous avez un intérêt particulier pour les animaux. D'ailleurs, vous êtes venu avec votre chien, Adek. Vous avez un projet d'émission avec des animaux? Oui, mi-mai. Sur un comparatif entre la société des hommes et la société des animaux. Donc c'est vraiment un truc que j'ai envie d'être. Sur TF1? Oui, un prime. Oui, un prime. Voilà, probablement en live aussi. Extrêmement instructif, éducatif pour les mômes. Et très très déconnant. Par exemple, j'ai découvert en discutant avec une primatologue que chez certaines espèces de primates, il y a des singes qui font de la politique, il y a des singes femelles qui se prostituent, véritablement. Donc on va découvrir plein de choses qu'on n'a pas forcément vues déjà, et tout sera illustré en images parce que je travaille avec Frédéric Lepage, qui est un des plus grands documentaristes animaliers en Europe. Et donc on va faire une émission qui s'appelle Hommes, Animaux, la grande question, titre provisoire. Et je vous dis, on va découvrir vraiment des choses formidables. Autre terrain de prédilection pour vous, la cuisine. Vous aviez produit Carte postale gourmande, c'était sur France 5. Pendant des années, oui. Et maintenant, c'est Allo Sophie, le samedi matin sur TF1. Ouais, à 11h15. Avec Sophie Dudemaine. Avec Sophie Dudemaine, ces fameux cakes. Les cakes. Voilà, ces gâteaux, etc. Je soutiens ce programme qui est à 11h15 le samedi et qui est un très bon programme culinaire, j'insiste. Et Sophie est géniale, voilà. Ça produit. Non, avec de la tout bouffe ça. aussi, je fais les choses que j'aime. Mais bien sûr, mais avec ça, vous êtes, avec votre société de production Coyote, l'un des rares producteurs indépendants encore. Stéphane Courby, qui a travaillé avec vous, a quitté la tête d'Endemol pour créer une puissante structure de production. Vous n'auriez pas envie de le suivre, par exemple? Est-ce que... Comme Alexia Laroche-Joubert? Je sais pas. J'en sais rien. Moi, c'est vrai que si je dois demander à quelqu'un la permission pour changer la couleur de la peinture de mon bureau, ça m'emmerde un petit peu. Vous avez eu beaucoup de propositions, beaucoup de J'ai eu à contacts. l'époque, surtout dans Endemol, une proposition absolument gigantesque que j'étais très con de refuser. À quelle époque? À l'époque où Courby et Arthur achetaient tout pareil. Donc j'étais très couillon de refuser parce que je serais à l'abri pour le restant de mes jours, ce qui n'est pas le cas. Mais j'avais pas envie. Voilà. Vous regrettez? Non. Je suis pas un homme de regret. Non. En tout cas, vous produisez pour tout le monde, sauf pour la télévision publique. Est-ce que vous êtes... France 5, c'est la télévision publique. France 5, mais est-ce que vous avez l'impression d'être boycotté par la télévision publique? Oui. Vous dites ça avec un demi-sourire. Oui, c'est mais ironique. vaut mieux que j'en rigole. Non, c'est pas ironique, oui. J'ai l'impression d'être un peu boycotté. Oui, on a proposé des programmes absolument formidables à France 2. Pourquoi, à votre avis? Je sais pas, il doit avoir marqué TF1 sur mon front, j'en sais rien. Pourtant, je m'entends très bien avec Patrice Duhamel. Je m'entendais très bien avec De Carolis, dont j'ai plus jamais de nouvelles, Le même patron quand je de laisse un message. France Télévisions. Vous n'avez pas de nouvelles quand vous laissez un message? Non, donc j'ai arrêté de laisser des messages. Il y a un moment où on se fatigue, mais c'est dommage parce qu'on a vraiment des programmes à proposer
la preuve, quand on a fait des reportages pour un magazine à eux, ça fait très bonne Envoyé audience. spécial. Voilà, on a, je crois, peut-être même battu TF1, qui ne doit pas le savoir, ou enfin, à qui il ne faut pas le dire. Mais voilà. Merci Christophe de Chavannes d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Et je voudrais d'un mot parler de Tout le monde chante contre le cancer. Ah, s'il vous plaît, oui. Voilà, c'est la réunion de chanteurs, stars, animateurs autour de Nikos Aliagas. C'est le 21 mars, à la vendredi, Foire du Trône. À la Foire du Trône. Alors, de il y a 2 18. ans, c'était à l'Olympia, l'année dernière aussi. Là, c'est à la Foire du Trône. C'est pour lutter contre le cancer. Ouais. Il y a beaucoup de mômes atteints de cette saloperie de maladie qui sont présents. Alors je crois que c'est 25 € le billet, et que là, 25 € c'est cher, certes, mais que là on peut assister à une soirée où il y a plein d'artistes. 15 € pour les enfants. Ah bah super. Voilà, et ça paye les concerts plus les manèges. Toutes les attractions. Merci Christophe de Chavannes d'être venu sur ce plateau. À suivre après la sympathique. pub, le zapping, l'ITV Télé. Cette semaine, Véronique Jeunesse, Laurent Ruquier, l'Observatoire des séries. Vous retrouverez, mais c'est pas possible, je peux pas terminer, la Webzone. Et bien sûr, notre invitée, elle revient à la télé dans 5 jours. Dorothée est avec nous en avant-première. C'est juste après la pub. Et je laisse la parole encore une seconde. Non, on va faire 2 zappings pour vous voler. On va faire 2 zappings de la roue, 2 best-of de la roue, un le lundi de Pâques et un le vendredi de la dernière de la roue. Et comme j'y tiens, parce qu'on y bosse comme des fous pour que ce soit très très drôle, voilà, je vous le dis, c'est tout. Merci beaucoup. Je suis désolé. Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite, comme promis, le zapping. Quand 2 personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine. Véronique Jeunesse, Laurent Ruquier, on regarde. Quelle est ta marionnette préférée au Guignol? Roselyne Bachelot. Si Nicolas Sarkozy présentait une émission de télé, ce serait laquelle? Mais il peut pas présenter une émission de télé, les présidents, arrêtez. Le produit pour lequel tu accepterais de faire de la pub? Des lunettes. Le produit pour lequel tu n'accepterais jamais de faire de la pub? Du PQ, évidemment. As-tu déjà utilisé ta notoriété pour avoir une bonne table au resto? Tous les jours. Avec quelle personnalité t'as-t-on déjà confondu? Oh, avec plein. Laurent Boyer, Laurent Delahousse et même Bernard Rapp à une époque. Qu'est-ce que tu ne referais pas dans ta carrière? Ce que je ne referais pas, c'est de m'énerver sur un plateau, parfois contre certains invités. Je pense que c'était con. La télé est-elle l'opium du peuple? Oui, mais alors elle fait pas beaucoup voyager. Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche? Christine Bravo. Avec quel animateur ou animatrice du PAF prendrais-tu une douche? Un garçon qui s'appelle Timothée, qui fait sans aucun doute, je l'ai repéré. Quelles sont les initiales de ton pire ennemi dans le PAF? VM, mais elle ne fait pas partie du PAF, mais par contre je l'ai dans le pif. Quelle est selon toi l'émission la plus idiote du PAF? L'émission la plus idiote du PAF, c'est toutes les émissions je sais pas comment ça s'appelle, avec les jolies filles qui appellent des gens et qui nous font poireauter pendant des minutes et des minutes. Je sais même pas comment ça s'appelle ce truc-là, mais c'est tellement con. Quelle est l'émission que tu regrettes de ne plus voir dans le PAF? Coucou, c'est nous. C'était vraiment sympa. Qui parle dans ton oreillette? Catherine Barma, le moins possible. La dernière fois que tu as pleuré devant la télé? À la mort d'Henri Salvador. La dernière fois que tu as ri devant la télé? À la mort d'Henri Salvador, quand il m'a chanté Zorro. Quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF le mieux habillé? Le mieux habillé, j'aime bien Marco. Est-ce que tu connais un animateur ou une animatrice qui recourt à la chirurgie esthétique? Moi. Quelle est ta série télé préférée? 24 heures chrono. C'est là où je vais jouer. À part la tienne, quelle émission tu aimerais présenter? Celle de Thierry Ardisson, Salut les terriens. Tout ce que fait Thierry Ardisson. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Laurent Ruquier est tous les soirs à 18h50 et tous les samedis soirs sur France 2. Il adapte la pièce de théâtre Open Bed. Actuellement au Bouffe parisien. Véronique Jeunesse, elle revient bientôt dans Julie Lescaut sur TF1. Ils reviennent pour une nouvelle saison de Nip Tuck en France. Troy, le playboy cynique, et McNamara, le père de famille dépressif, ont quitté Miami pour Los Angeles. Ce sont toujours les rois du bistouri et du silicone, mais cette année, ils sont aussi consultants pour une série télé qui parle de chirurgie esthétique, évidemment. Vincent Calvet. Ils sont de retour. La saison 5 de Nip Tuck débute lundi sur Paris Première et il y a du nouveau. Le cabinet de chirurgie esthétique McNamara et Troy quittent Miami pour s'installer à Los Angeles. Jesus, has anyone in this town not had plastic surgery? I feel like I'm trying to sell semen at a whorehouse.
En octobre dernier, l'équipe de Nip Tuck assistait à une projection du premier épisode de cette saison. Des stars, des journalistes et un tapis rouge. Pas de doute, on est bien en plein cœur d'Hollywood. Vous savez, on a toujours tourné la série à Los Angeles, mais avant, on devait faire croire qu'on était à Miami. Maintenant, on peut montrer où on est, vraiment. Les valeurs de Los Angeles collent très bien à cette série. Ici, tout le monde veut être le plus riche, le plus mince, le plus beau ou le plus puissant. Pour se faire un nom à LA, les chirurgiens deviennent consultants sur une série télé qui parle de chirurgie plastique, justement. Your technical advisor, okay? You are not the director. Freddie, why is it that we're in the plastic surgery capital of the world and we're forced to work with these Miami wannabes? Can you tell me that? Une nouvelle saison et bien sûr des nouveaux visages avec un choix délibéré de la part du créateur Ryan Murphy, offrir une seconde jeunesse à des comédiennes que l'on avait un peu perdues de vue. Le créateur de la série m'a sorti de ma retraite, j'avais pas joué depuis 10 ans. Jouer une dominatrice SM dans l'une de mes séries préférées, c'est un rêve devenu réalité. Quand on me l'a proposé, j'ai tout de suite répondu « j'arrive ». You are not in charge here. You talk when I say you can talk. Des actrices pour qui participer à cette série fait quasi figure de gestes militants dans une industrie hollywoodienne qui prône sans cesse le jeunisme. Des producteurs m'ont déjà suggéré, pas de me faire opérer, mais de me faire injecter du botox ou du collagène. De nos jours, c'est considéré comme la norme, mais je ne trouve pas ça naturel. Attention, Nip Tuck ne va pas durer éternellement. Cette 5e saison sera l'avant-dernière de cette série. Lundi soir, sur la chaîne Fox, les Américains ont vu une revenante à la télé. Molly, I could love the person on the stand, body and soul, and still rip their throat out on cross. La comédienne Juliana Margulies est bien connue des téléspectateurs. Pendant 6 ans, elle a été l'infirmière Carol Hathaway, l'un des personnages principaux de la série Urgence. La voici de retour à la télé dans la série Canterbury's Law. One of two things. On what grounds? Speculation. Leading. One. Cheap suit. There. Elle est Elizabeth Canterbury, une avocate peu scrupuleuse mais qui cache un cœur gros comme ça. Elizabeth, I can't do this. The case? No, pee. I can't pee with you standing there babbling at me. Oceans, rivers, streams. Oceans, rivers, streams. Ce premier épisode, diffusé lundi dernier, n'a rassemblé que 7 600 000 téléspectateurs, un score décevant pour la Fox. La carrière de cette avocate n'est pas bien engagée. Mais Juliana Margulies pourrait bien revêtir à nouveau la blouse de Carol Hathaway. Une rumeur circule actuellement à Hollywood quant au retour de plusieurs vétérans de la série Urgence, comme elle et George Clooney, dans la prochaine saison, la 15e, qui devrait être la dernière de cette série. On attend quand même de voir. Bienvenue dans un monde qui n'existe plus, un monde où les hommes fumaient dans les ascenseurs et où les femmes avaient une ambition professionnelle toute relative. If you really make the right moves, you'll be out in the country and you won't be going to work at all. Ce monde, c'est le New York du début des années 60, tel que nous le dévoile la série Mad Men, à découvrir dès demain soir sur la chaîne TPS Star. L'occasion d'une immersion hyper réaliste dans le quotidien d'une grosse agence de publicité. On y entend des certitudes d'une autre époque. Our product is fine. I smoke them myself. My granddad smoked them. He died at 95 years old. He was hit by a truck. Et on y voit les dernières innovations technologiques dernier cri, enfin en 1960. Now try not to be overwhelmed by all this technology. It looks complicated, but the men who designed it made it simple enough for a woman to use. En privilégiant le réalisme plutôt que la nostalgie, la série a séduit de nombreux critiques. Mad Men a reçu cette année le Golden Globe de la meilleure série dramatique. Les trentenaires d'aujourd'hui ont grandi avec elle. Elle revient à la télévision après 10 ans d'absence. Dorothée fait son comeback sur une nouvelle chaîne de la TNT dans 5 jours. Pourquoi recommencer? A-t-elle peur? Que veut-elle apporter aujourd'hui à la télévision? Elle est venue nous en parler sur le plateau de Plus Clair, accompagnée de Jean-Luc Azoulay, son producteur de toujours. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Sur le plateau de Plus Clair. Bonjour Dorothée. Ça va? Et bonjour Jean-Luc Azoulay. Oui, ça va bien. Et vous? Ça va. On vous accueille ici c'est les studios de la plaine Saint-Denis ici. C'est là que vous avez tourné des milliers et des milliers d'heures de programmes. Est-ce que ça vous fait quelque chose?
C'était pas dans le même décor exactement, c'était pas dans le même bâtiment, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je passe devant, j'ai tout. Le Club Dorothée, c'était vous, dans les années 90, Jean-Luc Azoulay, cofondateur d'AB Productions. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la société de production JLA et vous repartez à l'aventure avec Dorothée. Ça démarre le 20 mars, ça s'appelle IDF1, une chaîne de la TNT, gratuite. Sur l'Île-de-France. Sur l'Île-de-France. IDF1, ça veut dire Île-de-France 1. Voilà, local, familial. C'était le format idéal pour le retour de Dorothée. Oui, formidable, parce que, si vous voulez, nous, ce qu'on aime, c'est faire une télé de proximité et de convivialité. Et le fait d'être régional, d'être dans l'Île-de-France, ça permet de pouvoir rencontrer tous nos téléspectateurs. Vous allez bouger dans chaque semaine dans une ville différente. Chaque semaine, on a un duplex avec un de nos animateurs qui est dans une ville différente, et on va ensuite faire des déplacements de toute l'équipe et de notre plateau pour des événements spéciaux, pour des fêtes, pour la foire du trône, pour différentes opérations. Oui, c'est modulable. C'est modulable, absolument. Vous êtes à 5 jours du grand saut. Merci de me le rappeler. Comment vous vous sentez, Dorothée, aujourd'hui? Fébrile, légèrement tendue, mais contente. Fébrile et tendue, c'est étonnant parce que quand même, vous avez plus rien à prouver. La télé... Si. Toujours. Dans le métier, on a toujours à prouver. Mais la télé, vous en avez tellement fait. C'est marrant parce que quand on vous entend, quand on vous voit, on a l'impression de vous voir presque une débutante. C'est étonnant. Oui. À chaque fois, c'était un début. En plus, c'est une nouvelle chaîne, un nouveau style. On est un peu plus indépendant, donc c'est encore plus, j'allais dire traumatisant, mais c'est pas ce que je veux dire. Impressionnant. J'ai lu que vous étiez carrément tétanisé. Vous vous êtes préparé à ce retour. Vous pensez à quoi? Au passé ou à demain? À maintenant. Ouais. Non, le passé est le passé, c'est important, ça apporte de l'expérience. Après, on verra comment ça se passe. Donc on va faire ce que demandent nos téléspectateurs, parce que c'est leur chaîne et pas la nôtre. Donc à l'écoute. Et prête, je crois. C'est une aventure qui vous excite. Pourquoi avoir pris cette décision de revenir à la télévision après 10 ans d'absence? Demandez à mon voisin de gauche. Parce que pendant 10 ans, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à faire. Et avec Dorothée, on avait convenu que c'était pour dire bonjour, j'étais Dorothée, je faisais le club Dorothée, et puis donc ça ne valait pas le coup. Vous avez eu aucune proposition pendant ces 10 années d'absence? Non. Aucune proposition qui vous a plu? Aucune. Non, sinon je l'aurais fait, oui. Non, c'est intéressant, on nous a même refusé. Moi, je voulais refaire l'Instit avec Dorothée quand Gérard Klein a décidé d'arrêter. Et la directrice des fictions de France 2 à l'époque m'a dit c'est elle ou moi. Vous voyez. Allez, séquence nostalgie, on regarde quelques images ensemble. Récré à deux, enfin récré à deux. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver et de vous revoir enfin sourire et de chanter avec vous qu'il fait bon vivre à récré à deux, enfin récré à deux. Mes amis, aujourd'hui, enfin mercredi, c'est bon d'avoir des amis, car en vérité, récré à deux c'est aussi récré amitié. Je vous présente une star internationale, Monsieur Jackie Jack. Jackie Jack, please. Oh pardon, Monsieur Jackie. Well, I think I remember. Non, cher Jackie Jack, Yeah. je sais que vous arrivez directement de Los Angeles. Yeah. Et qu'avant-hier soir, vous avez donné un superbe, fantastique, merveilleux concert à New York. Remember, I'm so tired, Merci Jackie Jack. Quand on fait 20 ans de télévision et que tout d'un coup, en 97, tout s'arrête brutalement, quand on occupe toute une antenne et que ça s'arrête brutalement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Vous déprimez? Vous comprenez ce qui se passe? Oui, moi je savais dès le départ qu'elle allait s'arrêter un jour. Quand? Je ne savais pas, mais j'ai toujours eu dans cette idée, dans la tête, ça va s'arrêter. Ça s'est arrêté, en effet, un peu rapidement, un peu brusquement, mais c'est comme ça, c'est pas la peine de... Brusquement, c'était en 97, c'est la fameuse quête de sens de TF1. Vous en avez voulu à Patrick Lelay, à Étienne Moujotte à l'époque, parce que vous avez dit que c'était un petit peu brutal. Oui, non, ça sert à rien d'être rancunier ou quoi que ce soit. Non, ça s'est passé comme ça, voilà. Mais ça s'est passé un peu brutalement. Rapidement, disons. Vous occupiez 21 heures d'antenne par semaine. Ça a un peu libéré la chaîne. Vous aviez tenté 2 fois dans le passé de monter une chaîne autour de la personnalité de Dorothée, 2 chaînes TNT. Il y avait DoTV en 2002, Club Récré 2005. Ça ne s'est pas fait. Le CSA a rejeté ces deux. Il faut être tenace.
faut être tenace. Mais oui, et cette fois-ci, avec IDF1, c'est la bonne. C'est la bonne, et puis c'est une aventure formidable. Non, pourquoi c'est la bonne cette fois-ci ? Parce que ça y est, on a une autorisation d'émettre, on va émettre à partir du 20, parce qu'on travaille beaucoup avec Dorothée. Dorothée est non seulement animatrice, mais elle est aussi conceptrice de la chaîne avec toute notre équipe. Parce que Dorothée, c'est une équipe aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on a retrouvé Pat Le Guen, on a retrouvé Jean-Pierre Spiro, on a retrouvé la bande de Dorothée. Tous nos bandes. Notre bande qui est là, Ariane, Patrick Simpson-Jones, Jackie, Corbier pour l'instant me dit moi je chante maintenant, je veux pas. Il veut pas Non, Corbier, pour l'instant non. Mais on n'est pas fâchés du tout. Je pense qu'il viendra de temps en temps s'amuser avec nous, bien sûr. On a toute notre équipe qui se retrouve pour former une chaîne de télévision conviviale et amicale. L'émission justement que vous animez, Dorothée, chaque jour, c'est Choisissez votre animateur, tous les jours de 17h à 20h, et le samedi, en direct et en prime time, les téléspectateurs vont voter pour le jeune animateur qu'ils préfèrent. Et animatrice, attention. C'est un peu la nouvelle star des animateurs. Non, c'est un passage de relais. Non, il n'y a pas de jury. Le jury, en fin de compte, ce sont les téléspectateurs. Est-ce que vous n'avez pas peur de jouer un petit peu trop sur la nostalgie ? On a quand même une impression de recyclage parfois. Non, c'est pas du tout nostalgie, c'est l'avenir au contraire, parce qu'on reprend pas les vieilles émissions, il n'y a pas de rediffusion, on va pas se pencher sur notre passé. On reprend pas les vieux animateurs. J'ai eu un choc. On va pas se pencher sur notre passé en disant comme c'était bien, regardez comme c'était intéressant. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'animation telle que vous la faisiez et cette nouvelle génération aujourd'hui ? Nous étions un petit peu à part quand même. C'était quand même l'après-midi, à part les grands shows de Noël que nous faisions, c'était peut-être un petit peu plus détendu, plus relax. Vous parliez, Jean-Luc Azoulay, tout à l'heure de rôle de comédie qui avait été proposé à Dorothée. Vous disiez, il n'y a pas si longtemps, moi je suis ouverte à tout, je veux bien faire du sérieux, du comique. Vous l'attendez, le rôle ? Vous attendez qu'on vous propose ? Oui. Bon, je fais pas beaucoup d'efforts parce que je ne demande pas. J'attends que ça me tombe du ciel facilement. Mais j'aimerais bien, oui. Ça me tenterait. Et maintenant, avec ce comeback qui fait beaucoup de bruit, maintenant que vous êtes bankable, comme on dit de nos jours, ça va peut-être pleuvoir. Vous avez quoi comme envie aujourd'hui ? J'ai pas d'idée précise. Je regarde, j'aime, oui. C'est un petit peu au feeling. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous en parler sur le plateau. Je rappelle que IDF1, c'est le 20 mars sur le canal 22 de la TNT, le câble et le satellite. Votre émission s'appelle Choisissez votre animateur et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le lancement de l'émission et votre première le 20 mars. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. 2 potes sur un canapé, 2 bières sur la table basse, 2 ordinateurs et c'est parti pour 1 heure de commentaires sur le web. Chaque semaine, sur dignation.com, vous retrouvez 2 jeunes Américains fondus du net qui ont fait de leur bavardage un show hyper connu mais toujours cool. Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone ? 2 types affalés dans un canapé avec un bon gimmick. Let's move on to the beers then, shall we? Beers. Amazing beer. Et un concept ultra simple, discuter de toutes les tendances du web. Le résultat, c'est Dignation, un show hebdomadaire sur le net qui fait un carton avec plus de 200 000 visites par épisode. Hey everybody, welcome to Dignation episode number 93. I'm Alex Albrecht. And I'm Kevin Rose. Ces 2 anciens journalistes américains lassés de la télé ont créé Dignation en 2005. Un peu comme les héros du film Wayne's World, le duo délire et digresse autour de ses dernières trouvailles du web. Hello Kitty contacts. So take a look. Oh, dude, that is creepy. You think that's weird? You don't think that's weird to look into some girl's eyes and she has 2 giant Hello Kitties as her eyeballs? Basically, this is Giselle, and she's wearing a dress, and it is entirely made of water. Good God Almighty. Alex et Kevin enregistrent maintenant leurs émissions partout dans le monde. We're coming to you from Japan. Ou ici à Londres, devant plus de 1000 fans déchaînés. Et derrière leurs airs d'ados attardés, les 2 acolytes sont de redoutables hommes d'affaires. Grâce au succès de Dignation, ils ont créé leur boîte de prod, Revision 3, qui propose maintenant une 12aine de programmes. Microsoft et Bill Gates convoiteraient même cette start-up, prix évoqué pour la transaction, plus de 200 millions de dollars. How many beers is that if we were to calculate? À part ça, dans la webzone, mercredi, Reporters sans frontières organisait l'opération 24 heures contre la censure, une journée pour la liberté d'expression sur le net. D'après l'association, plus de 60 cyberdissidents sont emprisonnés dans le monde.
Pendant 24 heures, les internautes pouvaient participer à des manifestations virtuelles dans les pays qui censurent les blogueurs et les sites web. Corée du Nord, Chine, Cuba ou encore Égypte et Tunisie. Pour cette opération, plus de 25 000 cybermanifestants se sont mobilisés dans le monde entier. Enfin, dans la Webzone, on vous présentait il y a 3 semaines le premier groupe téléphonique. 3 jeunes Autrichiens qui jouent de la musique sur l'écran tactile de leur téléphone. Ça, c'était leur première compo. Coup marketing ou pas, cette semaine, le groupe a trouvé un batteur, un type qui a le rythme dans la peau, enfin, dans la peau des doigts. Comme tous les groupes qui se respectent, l'iBand a une page sur MySpace et un premier single. En VF, ça s'appelle « La vie est plus belle qu'Internet ». Sans blague. Voilà, plus clair, c'est fini. Vous retrouvez l'émission sur le site canalplus.fr. Tout de suite un café, l'addition. Je vous retrouve samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.